Bienvenue au Shangri-La Paris, joyau architectural de la capitale française où l'élégance, l'histoire et le luxe se rencontrent. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir nos somptueux espaces situés dans un palais d'exception qui incarne le rêve oriental au sein de la ville lumière. Au fil des décennies, cette résidence a traversé le temps en conservant son cachet unique tout en évoluant pour devenir un hôtel de luxe exceptionnel. De 2006 à 2010, le groupe Shangri-La entreprendra une restauration unique et minutieuse, respectant l'histoire du bâtiment tout en intégrant un design contemporain mêlant tradition et modernité. La transformation a permis de créer un établissement combinant architecture historique et confort moderne. L'hôtel dispose de chambres élégantes, de suites somptueuses, de restaurants, d'un spa et d'espaces de réception. Situé dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris, le Shangri-La Paris puise son histoire à la fin du XIXe siècle. Érigée en 1896, cette somptueuse demeure fut autrefois la résidence de Roland Bonaparte, petit-neveu de Napoléon Ier. Son architecture incarne un mariage harmonieux entre l'éclectisme raffiné et l'élégance parisienne de la Belle Époque. Dès l'entrée, le lobby impressionne par ses volumes soigneusement pensés, baignant dans une lumière naturelle qui met en valeur la blancheur de la pierre, la noblesse des marbres restaurés et l'équilibre subtil des alcôves. C'est dans ce cadre que le personnel du Shangri-La Paris accueille chaque hôte avec une attention discrète et personnalisée. L'élégance des lustres, sélectionnés par le célèbre architecte d'intérieur Pierre-Yves Rochon, attire immédiatement le regard. Certains d'entre eux ont été réalisés par l'atelier Mathieu, dernier artisan habilité à restaurer les lustres du château de Versailles. Tout le mobilier, conçu sur mesure, s'intègre parfaitement à l'esprit des lieux. Chaque détail de l'architecture et de la décoration intérieure rend hommage aux passions de Roland Bonaparte, conférant à cette adresse historique un charme singulier. Subtilement ponctué de touches asiatiques, le décor évoque avec délicatesse l'héritage de la marque Shangri-La entre tradition française et raffinement asiatique. Entre 2006 et 2010, 4 années de travaux titanesques ont permis de redonner toute sa splendeur au palais historique de Roland Bonaparte, aujourd'hui le Shangri-La Paris. Cette restauration d'envergure, menée avec rigueur et sensibilité, a permis à l'édifice d'être inscrit dès 2009 à l'inventaire des monuments historiques du patrimoine français. Sous la direction de l'architecte Richard Martinet, épaulé par l'architecte d'intérieur Pierre-Yves Rochon, chaque détail fut scrupuleusement étudié. Les travaux ont mobilisé de nombreux artisans, agréés par les Bâtiments de France, pour restaurer les 200 000 mètres carrés du bâtiment dans le respect absolu de son histoire. Parmi les éléments préservés ou réhabilités figurent les grilles d'origine en fer forgé de l'avenue d'Iéna, la façade, la toiture, les vestibules, la galerie, la coupole, l'escalier d'honneur, ainsi que les salons historiques du rez-de-chaussée, du premier étage et la pièce privée de Roland Bonaparte au 2e étage, devenue aujourd'hui la suite impériale. 3 salons, 3 atmosphères, une même magnificence. Au premier étage, 3 salons majestueux illustrent l'art de vivre à la française à la fin du XIXe siècle. Restaurés dans les règles de l'art, ils offrent chacun une identité propre, répondant à une fonction bien définie à l'époque de Roland Bonaparte. Ensemble, ils forment un ensemble harmonieux, pensé pour impressionner les hôtes, marquer les esprits et affirmer un rang. Issue d'une branche non dynastique de l'ancienne famille impériale française, Marie Bonaparte devient orpheline de mère peu de temps après sa naissance. Élevée par son père, Roland Bonaparte, et par sa grand-mère paternelle, Justine Éléonore Ruffelin, l'enfant grandit au milieu d'adultes plus intéressés par la fortune qu'elle a héritée de sa mère, Marie-Félix Blanc, que par son intelligence précoce. Atteinte d'une tuberculose bénigne à l'âge de 4 ans, elle est traitée en infirme jusqu'à l'adolescence. Elle reçoit par ailleurs une éducation lacunaire afin que son esprit n'effraie pas d'éventuels prétendants. Marie trouve en Sigmund Freud un nouveau père de substitution. Sa rencontre avec le vieux praticien se déroule à Vienne en 1925 et elle donne lieu à une analyse féconde durant laquelle la princesse prend conscience de l'origine de ces troubles. Revenue à Paris, la princesse se consacre au développement de la psychanalyse en France. Grâce à sa fortune, elle contribue ainsi
à la fondation de la Société psychanalytique de Paris et de la Revue française de psychanalyse en 1926. Cœur symbolique des grandes réceptions, le grand salon est une ode au faste impérial. Il est orné de dorures délicates, de hauts plafonds et de majestueuses moulures. Symbole de puissance et de diplomatie, le grand salon était destiné à recevoir les hôtes d'importance, les grandes figures du monde, savants ou politiques. Son décor foisonne de références impériales, l'aigle, l'abeille, les couronnes, autant d'emblèmes chers à Napoléon, finement intégrés à l'architecture. La salle à manger. Ce salon célèbre la guerre, incarnée notamment par la scène au-dessus de la cheminée représentant le coup d'État du 18 Brumaire, événement fondateur du consulat. On y voit le Conseil des 500 réuni au château de Saint-Cloud, présidé par Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, annonçant ainsi l'ascension de ce dernier au rang de premier consul. La salle à manger était réservée aux réunions en petit comité. Sa teinte profonde, ses boiseries et son atmosphère masculine traduisent une esthétique plus brute, presque militaire. Ce salon évoque la guerre, en contraste assumé avec la paix, représentée dans le salon de famille. On y devine une ambiance plus privée, presque confidentielle, adaptée à des échanges discrets ou à des moments de réflexion. Ce contraste fort entre rigueur et élégance enrichit la dynamique des salons du premier étage. Le salon de famille. Ancien lieu de réunion des sociétés savantes, le salon de famille dégage une atmosphère lumineuse et sereine. Roland Bonaparte y recevait ses hôtes les plus érudits pour des dîners intellectuels et scientifiques dans un cadre propice à la réflexion et aux échanges raffinés. Le bleu délicat des murs, clair et aérien, renforce cette impression d'élégance paisible. Une fresque remarquable orne la pièce, représentant une scène bucolique aux accents mythologiques. Des angelots, une lyre, des figures gracieuses et insouciantes, inspirées d'un décor découvert au château de la Malmaison. Roland Bonaparte fit l'acquisition de cette œuvre, qui fut par la suite restituée à la Malmaison. Le salon de famille conserve aujourd'hui une copie fidèle, témoin de l'attachement du prince à l'art, à l'histoire et à l'héritage impérial. Ce fut également le théâtre d'un moment intime et symbolique. C'est ici que Marie Bonaparte, la fille du prince Roland, se fiança avec le prince Georges de Grèce et de Danemark, inscrivant dans ses murs une page de l'histoire familiale, aussi prestigieuse que touchante. Ces trois salons, le grand salon, le salon de famille et la salle à manger, incarnent chacun une facette du prestige bonapartiste, le pouvoir, la stratégie et l'esprit des Lumières. Restaurés avec le concours des artisans les plus qualifiés, ils offrent aujourd'hui encore un décor exceptionnel au service des grandes réceptions parisiennes contemporaines dans le respect de leur héritage impérial. Roland Bonaparte, 1858-1924, était un éminent scientifique, prince et membre de la célèbre famille Bonaparte. Petit-fils de Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon Ier, il a hérité d'un patrimoine familial riche et d'un esprit curieux. Passionné par l'histoire naturelle, il s'est consacré à la géologie, la paléontologie, la zoologie et l'anthropologie, contribuant de manière significative à ces domaines. Au cours de sa vie, Roland Bonaparte a voyagé à travers le monde pour étudier la faune, la flore et les phénomènes géologiques. Il a effectué plusieurs expéditions en Afrique, en Asie et dans d'autres régions, rapportant de nombreuses découvertes et collections qui enrichissaient ses recherches. Il était également très impliqué dans la promotion de la science, participant à de nombreuses conférences et publiant des articles et des ouvrages. En plus de ses activités scientifiques, Roland Bonaparte s'est engagé dans la vie publique et culturelle. Il a été membre de plusieurs sociétés savantes et a œuvré pour la protection du patrimoine naturel. Son héritage familial lui a également permis d'avoir une influence certaine dans la société de son époque. Sa vie illustre la conjugaison d'un patrimoine familial prestigieux et d'une passion insatiable pour la connaissance du monde naturel. Il reste une figure notable de la science en France, dont l'héritage perdure à travers ses travaux et ses contributions à la culture. Le bar botaniste rend hommage au prince Roland Bonaparte, ancien propriétaire des lieux, collectionneur et scientifique hors pair, qui avait en son temps le plus grand herbier privé du monde, composé de plus de 2 500 000 spécimens. Dans un décor où quelques détails sont sortis de l'univers des apothicaires et des botanistes, cristallerie chinée, authentique fontaine absinthe et uniforme rétro-chic, l'équipe de barmen a créé une collection de cocktails audacieux avec un parti pris, celui de redonner leur lettre de noblesse
aux alcools les plus aromatiques et parfois oubliés, tels que le génépi, l'absinthe ou encore la chartreuse. Ils ont été chercher les meilleurs alcools de chaque catégorie, en privilégiant les maisons de tradition, parfois méconnues, pour faire du bar botaniste une nouvelle référence à Paris. Les salons du bar attenant à celui-ci, et appelés les lounges, sont inscrits aux monuments historiques en tant qu'anciens billards, anciens fumoirs et anciens salons d'attente du prince Roland Bonaparte. On y retrouve l'esprit d'une maison de famille, une atmosphère chaleureuse et intime. La cheminée et l'horloge sont d'époque. Dans le premier salon, 2 statues veillent en silence, telles les gardiennes du temps. L'une évoque l'aube naissante, promesse d'un jour nouveau, l'autre le crépuscule, dernier souffle de lumière avant la nuit. Elles sont la reproduction des œuvres de Michel-Ange ornant le tombeau de Jules II de Médicis. Toutes deux rappellent l'élégance italienne de la Renaissance, un clin d'œil délicat à la célèbre famille florentine, mécène des arts et du savoir. Cette pièce précieuse, aujourd'hui entretenue avec soin par des artisans horlogers spécialisés dans la préservation des chefs-d'œuvre historiques, conserve intacte la beauté de son époque. Plus loin, dans la salle de billard, le regard se perd vers le plafond, véritable fresque céleste où dansent les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Au milieu de ces forces primordiales, les noms des muses, inscrites en grec ancien, témoignent de l'héritage érudit du lieu. Elles veillent sur ces lieux depuis 1896, lors de la construction de la demeure, pour inspirer à jamais ceux qui franchiraient son seuil. Les meilleurs artisans de France et d'Europe ont été consultés pour remettre en lumière leur savoir-faire ancestral et retrouver les merveilles architecturales du 19e siècle. Couleurs, patines, dorures à la feuille d'or, certains détails d'architecture, marbre à restaurer ou à remplacer, vitraux à démonter puis à restaurer minutieusement, pierres de taille de la façade à retrouver dans la carrière d'origine, parquets authentiques à démonter, latte par latte, à numéroter, nettoyer dans les ateliers spécialisés, puis à reposer une par une. Le résultat est concluant, si l'on en juge le regard conquis des invités, mais surtout le verdict des monuments historiques en 2009. Parmi les faits les plus marquants liés à ces 4 années de travaux, il faut noter la découverte époustouflante de la coupole ou verrière en structure métallique lors du démontage de la salle de conférence de la société possédant le bâtiment avant le groupe Shangri-La. Une structure de style Eiffel réalisée par Maurice Grasse, vestige d'un travail métallique typique des années 30, est apparue, laissant ainsi percevoir une toute autre vision du lieu, en l'occurrence le futur restaurant principal de l'hôtel, la Bohemia. Il a fallu repenser, redessiner, retrouver les volumes et surtout décider de conserver cette œuvre d'art et de la rénover pour la mettre en valeur et la protéger. Ce fut sans aucun doute la plus grande surprise du projet. Niché dans l'élégance intemporelle du Shangri-La Paris, le spa raconte une histoire empreinte de luxe et de raffinement, évoquant l'héritage d'un passé prestigieux. Anciennement, ce lieu accueillait des écuries somptueuses, où calèches attendaient leurs passagers pour des promenades à travers la ville ou vers les châteaux environnants. Ces écuries, témoins d'un siècle où le cheval était le symbole de prestige et de grandeur, ont laissé leur empreinte dans les murs aujourd'hui dédiés au bien-être et à la détente. L'histoire du lieu est également marquée par son emplacement unique, en contrebas de 15 mètres de dénivelé par rapport à l'avenue d'Iéna, offrant ainsi une sensation de recul et de sérénité. Ce dénivelé accentue le caractère exclusif du spa, offrant un extérieur privilégié et prisé sur la capitale, depuis un espace où le temps semble suspendu. La transition entre le passé noble des calèches et le luxe contemporain du spa incarne parfaitement l'harmonie entre tradition et modernité, faisant du Shangri-La Paris un véritable havre de paix, où l'histoire et le bien-être se rencontrent avec élégance. La décoration évoque les antiquités grecques et romaines, et cela se retrouve notamment dans les alignements de colonnes et les fresques. Aujourd'hui, le Shangri-La Paris offre à ses hôtes un refuge d'élégance avec ses suites somptueuses, son jardin à la française et ses vues imprenables sur la tour Eiffel. L'hôtel incarne le luxe asiatique avec un service irréprochable et une atmosphère où l'histoire et la culture se rencontrent. Mais le Shangri-La Paris, ce n'est pas seulement un lieu de séjour, c'est aussi un symbole d'hospitalité, un pont entre l'Orient et l'Occident, une expérience unique qui marie le raffinement français à l'excellence asiatique. En choisissant le Shangri-La Paris, vous plongez dans un univers où histoire, luxe et élégance se conjuguent
pour créer un séjour inoubliable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'un des plus beaux trésors de la capitale française.